Bonsoir, chers amis, bonsoir, internautes. Bienvenue dans ce live du jeudi 20 août 2020. Nous accueillons ce soir Jean-Christian Valentin. Bonsoir. Hervé Giacomoni. Mathieu, notre chroniqueur. Pat, animateur, et moi-même. Bonsoir. Donc, merci d'être venu à cette invitation que nous avons lancée. On va commencer avec Hervé, Street Medic, hein, dans le nord-est de la France, voilà, et qui va nous parler un peu de son groupe, des gens avec qui il travaille, des difficultés rencontrées et de comment il voit son métier, je dirais, annexe de Street Medic. Voilà. À toi, Hervé, et bienvenue. Merci, bonsoir à tout le monde et merci pour cette invitation. Et effectivement, ce soir, on va parler des street medics. Alors effectivement, je suis street medic, bien que cette dénomination, en réalité, il y en a plusieurs. Donc, on ira un petit peu plus dans le détail au fil du développement. Moi, je suis donc street medic depuis plus d'1 an et demi et principalement présent dans les manifestations Gilets jaunes et d'autres. Hein. Donc, on a pu entendre parler aussi des pompiers, du personnel soignant, etc. Alors oui, effectivement, quand on dit street medic, un métier, alors c'est plutôt une activité, on va dire, puisque nous sommes tous bénévoles. Nous sommes tous bénévoles et nous avons des compétences très hétéroclites en termes de secourisme. Alors moi, je fais partie d'une équipe qui m'a accueilli il y a un peu plus d'1 an et demi, donc il s'appelle les MED 51. Bon, on va faire un petit peu de pub, voilà, c'est ça. Et dont Dimitri est l'un des créateurs. Alors lui, il est domicilié dans la Marne, moi dans l'Aube, et donc on s'est tout simplement contacté lors de manifestations Gilets jaunes et personnellement en tant qu'ancien organisateur. Et comme j'avais des compétences en termes de secourisme, notamment dans les urgences, etc., eh bien donc j'ai intégré l'équipe. Alors effectivement, c'est une équipe qui est constituée d'anciens pompiers de Paris, d'anciens du SAMU, dont je faisais partie à l'époque, d'étudiants en médecine et autres, mais bon, on va parler plus tout ce qui est dentaire, et puis d'anciens professionnels. Bon, personnellement, je suis toujours pompier volontaire, donc toujours en activité. Et dans notre équipe, eh bien, il y a plusieurs niveaux de compétences, c'est-à-dire on peut partir à la base, c'est-à-dire le premier brevet de secourisme, qui est le PSC1. Alors maintenant, ça change beaucoup puisque les dénominations vont changer, ça évolue, les formations aussi. Et ensuite, on gravit les échelons PSE1, PSE2, c'est-à-dire le travail de secourisme en équipe, et on monte comme ça en termes de compétences. Alors, pour revenir un petit peu sur le principe du street medic et faire un petit peu l'historique de ce mouvement entre parenthèses, de cette activité qui est assez particulière, ça a commencé dans les années 60. À l'époque des mouvements afro-américains aux États-Unis et aussi pendant la guerre du Vietnam. Donc, il y avait beaucoup de manifestations et, par définition, beaucoup de blessés, puisque à l'époque, c'était déjà très bien. Et donc, ceux qui avaient des bases de secourisme se sont dit, à ce moment-là, nous, on va prodiguer les premiers soins, en quelque sorte, aux blessés. Et donc, le terme street medic, en fait, soigneur de rue ou secouriste de rue, est monté petit à petit en puissance. On les a revus, notamment pendant les affrontements pendant la Palestine, en Palestine. Ensuite, c'est arrivé un peu plus proche chez nous dans les années 90 pour les mouvements altermondialistes, et notamment en ce qui concerne les zadistes à Notre-Dame-des-Landes, dont tout le monde s'en souvient. Et il y avait déjà des street medics à cette époque-là. Alors effectivement, ils se sont quand même différenciés en portant des casques de fortune parfois, avec un équipement sommaire, mais de quoi prodiguer les premiers soins. Et donc ils arboraient des croix, soit des croix bleues ou des croix rouges, pour être différenciés d'une certaine manière.
Et puis, les street medics ont vraiment percé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Là, on a entendu parler effectivement. Et c'est devenu en quelque sorte une activité très intense, puisque, comme vous avez pu le suivre, j'imagine, dans les informations, alors évidemment, dans les médias mainstream, on dit pas tout, mais dans d'autres médias qui sont beaucoup plus proches, on va dire, de la vérité, eh bien, donc il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des morts aussi, mais enfin dans un autre contexte en quelque sorte. Et heureusement que les street medics étaient là dans pas mal de situations. Puisque pour rappeler un petit peu le principe, c'est que dans les manifestations, surtout d'envergure, on ne peut pas faire appel directement à la Croix-Rouge ou à la sécurité civile, ou à la protection civile, pardon, puisque du point de vue du statut, c'est très très compliqué à gérer. Donc il y a les assurances derrière, etc. Puis il y a aussi l'image qui est donnée. Pour revenir à cette image, il faut savoir que les street medics, à l'origine, c'était quand même un mouvement politisé qui était plus extrême gauche, donc la défense en quelque sorte des opprimés, tout simplement. Et puis aujourd'hui, donc ça a quand même évolué, c'est-à-dire qu'on a toujours des groupes street medics qui sont engagés, on va dire politiquement. Et là, on rentre dans une sorte de différenciation en termes de soins, donc pour apporter des soins. Alors quand on dit street medic, il faut aussi comprendre secouriste volontaire et secouriste urbain. La différenciation, elle est tout simplement sur ce qu'on appelle le dress code, c'est-à-dire l'équipement que l'on a pour être soit reconnu ou être dissimulé. Voilà. Donc pour ceux qui préfèrent se dissimuler, effectivement, donc dans la foule, etc., c'est pour porter assistance à des manifestants qui sont, on les appelle des déterminés pour pas dire autre chose, et qui ont besoin effectivement non seulement d'être soignés, mais aussi d'être parfois protégés. Puis vous avez donc une autre catégorie de secouristes de rue ou secouristes urbains. Ah oui, je vais revenir quand même sur les street medics, certains street medics qui refusent par exemple de soigner les forces de l'ordre. Alors, sur le papier c'est simple, mais à la pratique, c'est jamais évident. Puisqu'on a pu voir notamment l'année dernière manifestation du 1er mai, c'était un CRS, un gradé, je crois un capitaine ou un commandant, enfin on était à proximité, et puis il a reçu un pavé en plein visage, donc il est tombé, bon il a eu une perte de connaissance initiale mais très rapide, donc comme un KO en quelque sorte, et puis effectivement donc il était très sévèrement atteint, et ce jour-là, eh bien, tous les médics, street medics, secouristes volontaires, etc., se sont réunis pour apporter des soins à ce CRS, et donc un cordon de sécurité a été mis en place. Donc c'était pas évident, puisque déjà à cette époque-là, il y avait des frictions quand même, puisque les street medics sont pas particulièrement bien reçus et bien compris par l'ensemble des forces de l'ordre. Alors, pour en revenir à cette différenciation, donc vous avez les street medics qui, pour la plupart, sont engagés dans un mouvement, peut-être pas politique, mais surtout dans des actions. Et puis vous avez ensuite les secouristes urbains qui, eux, peuvent prodiguer des soins, on va dire, à quasi tout le monde, c'est-à-dire les manifestants, les déterminés, les surdéterminés, et puis les forces de l'ordre, sauf que pour les forces de l'ordre, un petit bémol quand même, c'est qu'on intervient pour vraiment des cas graves et des cas critiques. Donc on ne peut pas se permettre, lorsqu'on est diplômé et qu'on a des fonctions dans le civil en tant que pompier volontaire ou autre, ou même pompier professionnel, on se doit de porter secours à toute personne qui est en danger. Sinon, effectivement, on tombe sous la loi de non-assistance à personne en danger. Donc voilà. Donc ce sont deux petites différenciations, on va dire. Mais sinon, on se connaît tous quasiment. On s'entend bien. Alors des fois, effectivement, il y a des petits points de divergence, mais bon, après on s'explique, et puis donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a vraiment beaucoup de blessés, eh bien, il y a une solidarité qui se met en place, et effectivement, tout le monde est prêt pour intervenir, quoi qu'il arrive. Donc voilà globalement un peu le principe du street medic. J'ai deux, trois petites questions pour toi, Hervé, plus sur la partie fonctionnelle, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Je voulais savoir déjà comment vous faites pour prendre connaissance des manifestations qui se préparent.
Sur les réseaux sociaux, ou alors on nous contacte, on nous demande d'être présent sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Alors effectivement, on connaît, pour nous dans les groupes, les responsables de groupes médics, hein, et même en fait toutes les équipes peuvent nous informer et dire ah voilà, il va y avoir une manifestation. On suit effectivement les événements qui vont être déclarés. Alors aussi par intermédiaire des déclarants, hein, comme Jean-Christian, puis comme d'autres encore. Bon, on se connaît tous, hein, on est tous en contact, et donc généralement on se prépare. Alors effectivement, quand une manifestation est préparée, on va dire une semaine, 15 jours à l'avance, nous, comme je le répète, c'est une activité bénévole, donc la plupart d'entre nous, nous avons un métier. Donc on essaie de s'organiser pour avoir un maximum de personnes sur le terrain pour constituer une équipe, on va dire, suffisamment compétente. Ok. Je voulais savoir, quand vous êtes sur le terrain, vous avez donc un système hiérarchique. Comment ça se passe? Vous avez un médecin référent, vous êtes tous autonomes en fait. Par exemple, pendant la manifestation, chacun est autonome. Comment ça fonctionne? Alors dans le groupe, on a le chef d'équipe dans le groupe, donc qui va effectivement déterminer les actions et constituer des groupes d'intervention, des groupes de soignants et des groupes d'évacuation. Donc c'est assez structuré quand même. Il n'y a pas que chez nous, hein, c'est aussi dans d'autres groupes de street medic qui fonctionnent aussi de la même manière. C'est-à-dire que vous avez par exemple sur six équipiers, donc le chef d'équipe, lui, va dire voilà, déjà avant de commencer la manifestation, on se met d'accord, on constitue donc des groupes, des équipes de 2-3 soignants qui vont soigner, des équipes de 2-3 équipiers qui vont s'occuper de porter la victime si en cas de besoin, et puis ensuite si on est suffisamment nombreux avec d'autres street medics qui font partie d'autres groupes par exemple, c'est mettre en place un cordon de sécurité pour éviter je dirais tout débordement ou tout risque pouvant porter atteinte à la victime qui est au sol par exemple. Ok, vous avez un système de communication? Donc, hein, vous êtes, oui. Nous avons des talkie-walkie et le chef d'équipe est relié avec les autres chefs d'équipe des autres équipes de street medic, donc sur un canal spécifique. Et on peut communiquer de cette manière-là si jamais on a besoin d'un soutien supplémentaire ou si on a besoin d'évacuer une personne blessée. Super, vas-y Pat. Ouais, moi j'ai une question, je vais revenir au début, mais on va continuer sur la communication. Le canal vous est attribué par la préfecture ou c'est un canal libre? Ah non, c'est un canal libre, hein, c'est entre nous, hein, donc ouais, c'est un canal entre nous. Hein. On est complètement, on n'est pas du tout relié ni à la préfecture, ni aux forces de l'ordre, ni quoi que ce soit. On est relié entre nous, déjà principalement. Alors moi je reviens à ton mouvement, tu nous as expliqué un petit peu les émergences européennes ou d'autres pays comme les États-Unis. Est-ce qu'il y a une représentation, qu'elle soit nationale en France, européenne ou d'autres pays qui existent, officiels? Alors, c'est-à-dire une reconnaissance, c'est ça? Oui, genre une reconnaissance Street Medic international ou un truc, quelque chose dans ce style. Alors, en France, c'est pas le cas. Par contre, cela existe en Allemagne, ça existe en Angleterre, il me semble que ça existe aussi en Espagne. Donc il y a une reconnaissance du street medic en quelque sorte. Alors, c'est notre problème en France. Bon, puisque cette reconnaissance, et je sais très bien que s'il y a des collègues qui écoutent ce live ce soir, donc ils ont envie de parler, puis je vais essayer de parler pour eux aussi par rapport à ça, c'est que les street medics parfois sont mal vus par les forces de l'ordre alors qu'ils font leur boulot du mieux qu'ils peuvent effectivement, et souvent on est amalgamé quoi. On nous confisque le matériel, parfois qu'on ne revoit jamais. Certains d'entre nous sont placés en garde à vue. Sous quel motif? Alors, sur quel motif? Alors, pour eux, c'est motif rébellion ou d'autres motifs qui sont complètement farfelus en quelque sorte. Donc tout ça, c'est juste pour mettre la pression pour que les street medics ne viennent plus sur les manifestations. Parce qu'en réalité, eux, ils partent du principe, les forces de l'ordre et les hautes sphères en préfecture, ils disent oui, mais s'il y a les street medics, donc il y en a certains qui vont aller beaucoup plus loin et qui vont risquer certaines choses. Mais voilà, c'est quelque sorte une façon de mettre la pression en quelque sorte sur notre activité. Bon, et puis je passerai aussi sur parfois certains street medics qui sont molestés et qui sont blessés, au même titre que les manifestants, malheureusement. Alors, pour en venir à cette reconnaissance,
On a effectué, alors je pense qu'avec Petit-Jean, pas mal de monde connaît Petit-Jean, qui est médic effectivement, et qui a effectué sa marche blanche, c'est-à-dire traverser la France. Enfin, la France, il est parti de Marseille pour aller jusqu'à Paris, pour ensuite, donc présenter en quelque sorte le bien fondé du street medic et du secouriste de rue, en quelque sorte, et surtout essayer d'être entendu par les hautes instances pour quand même essayer de ne pas fustiger ce mouvement et d'éviter de porter atteinte à des secouristes qui ne font que sauver des vies entre parenthèses, puisque, bon, comme je rappelle, si certains street medics n'étaient pas présents, et je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts que ça. Ensuite, ouais, et ensuite, Petit-Jean donc a décidé de rejoindre Genève pour entamer une grève de la faim. Alors donc nous on l'a suivi, on l'a suivi pendant son périple. Il était suivi par les Gilets jaunes, donc il a rassemblé, enfin donc dans son passage, donc il s'est arrêté à plusieurs ronds-points tenus par les Gilets jaunes. Et en fait, donc il a continué son périple pour entamer une grève de la faim, donc sur la place des Nations à Genève, donc en face de l'ONU. Et il était contacté par l'ambassadeur de France auprès de l'ONU et donc reçu. Donc j'ai fait partie de son équipe effectivement pour présenter en fait nos difficultés, de parler de la violence policière et des coups portés non seulement au street medic mais à l'ensemble des manifestants. Enfin, bon, on connaît la gravité aujourd'hui. Et donc le dossier a été constitué par l'ambassadeur de France et porté donc à l'exécutif, notamment au ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, on n'a pas plus de retour que ça, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, le street medic n'est pas encore vraiment bien perçu dans sa globalité. Et on espère avoir quand même quelques retours d'ici peu. Il y a eu un semblant d'informations qui a été diffusée il y a 3-4 mois, me semble-t-il, donc concernant justement le secourisme urbain. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Donc un travail a été fait en amont, donc maintenant on espère qu'à un moment donné on sera quand même reconnu et que certaines oppressions cesseront. Ouais. Moi je reviens sur la reconnaissance. Tu as pris connaissance comment on fait les Espagnols ou les Allemands pour être reconnus et quel ministère les a entre guillemets validés? Alors, ils fonctionnent pas tout à fait de la même manière que nous. Bon, normalement, on devrait être soutenu par le ministère de la Santé, mais c'est le ministère de l'Intérieur en France qui gère ce genre de reconnaissance. C'est la sécurité civile. Donc tout ce qui est Croix-Rouge, protection civile, etc., est sous couvert de la sécurité civile. Donc ça, c'est à peu près la même chose en Allemagne. Je connais pas trop le détail, mais les informations que j'ai eues, c'est à peu près la même chose. Mais là, ce qui a été mis en place, me semble-t-il, c'est que ce sont des équipes parfois paramédicales qui interviennent, c'est-à-dire hors service, enfin qui n'ont pas un lien direct avec leur service, mais où des unités sont constituées spécialement pour ça. Puisque donc nous on a la Croix-Rouge, on a tout ça, mais même ils peuvent pas intervenir. Alors par contre ils se sont mis en périphérie des manifestations quelques mois après, lorsqu'il y a eu effectivement des blessés graves qui ont perdu un œil, une main arrachée, etc., pied, etc. Donc ça on connaît l'historique par rapport à ça, et donc ils ont commencé à mettre des unités d'intervention à proximité, donc sur la périphérie donc de la manifestation ou du cortège, notamment comme des unités sapeurs-pompiers et autres. Et donc ça c'est venu quand même après. Vous avez une communication entre vous? Non, la seule communication, c'est comme tout le monde, c'est le portable. Donc on fait le 18. Voilà. Uniquement ça. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour revenir sur l'histoire des cordons de sécurité, donc là actuellement, quand vous faites une manifestation et que vous faites une action de soins, c'est vous-même, les propres street medics qui viennent faire la sécurité sur un street medic qui serait en train de faire une action de secours. On est bien d'accord? C'est ça, tout à fait. C'est là où on peut y avoir une corrélation avec nous, puisque notre but est bien sûr de
enfin poser un cadre de sécurité et de confort au maximum de ce qui est possible pour que tout le monde puisse faire une manifestation de la meilleure manière possible. Et donc là-dessus, les street medics, c'est exactement comme ce que nous allons essayer de mettre en place, un service de sécurité, une obligation pour qu'une manifestation se passe bien. Il y a toujours des débordements, même autre, un malaise qui serait même juste le fait de marcher. Enfin, il peut y avoir toujours tout un tas de choses, et donc avoir des personnels soignants, enfin des secouristes qui soient prêts à intervenir, c'est quand même un sacré plus. Il faut surtout qu'on vous chouchoute. Et bien, nous, c'est dans tous les cas notre idée globale. Ouais. C'est une belle, c'est un super investissement personnel. Moi, je trouve voilà, c'est gratifiant, c'est noble, voilà. J'ai une petite question. Est-ce que vous cherchez des effectifs? Peut-être qu'on pourrait passer un message, profiter de ce live pour alors, on cherche plusieurs choses. Voilà, on cherche plusieurs choses en réalité. Alors, c'est vrai que dans nos équipes, parfois, vous avez des médecins. Vous avez des médecins dans les équipes street medic quand même. Vous avez des infirmiers, des infirmières. Vous avez des ambulanciers, donc sapeurs-pompiers, etc. Donc, vous avez quand même du personnel, des gens compétents. Et puis, vous avez aussi des street medics qui apprennent sur le terrain. Ils sont pas obligés d'être diplômés, mais ils apprennent sur le terrain et ils apprennent vite. Puisqu'en fait, on est dans un contexte un petit peu différent du secours qu'on a l'habitude de prodiguer, notamment les accidents de la voie publique, les blessures par armes, etc. Armes blanches, je précise. Là, on est dans une situation, on va dire, de secourisme de guerre dégradé. Alors, ça fait peur comme terme. Mais c'est un peu ça, puisqu'on est sujet à avoir des blessures par explosifs. On parle bien sûr des fameuses grenades GLIF-4. Exactement. Donc c'est quand même de la TNT qui est dedans. Même je crois qu'il y a 3 ou 4 grammes à peine, ou 2 grammes, je crois. Mais c'est suffisant pour arracher une main. On connaît les résultats aujourd'hui, malheureusement. Il y a aussi le LBD qui est considéré dans d'autres pays comme une arme de guerre. Donc, et qui sont interdits dans certains pays, notamment pour la manifestation. Donc, nous sommes dans une situation de secourisme de guerre dégradée. Hein. Donc, faut être voilà. Et parfois, on a vraiment besoin de compétences, de gens compétents qui sont là pour prodiguer les premiers soins. Parce qu'il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir si personne ne sait, par exemple, placer un garrot où il le faut, etc., ou un point de compression pour éviter une hémorragie, eh bien, la personne se vide de son sang en 3 minutes. Donc et il y a des médecins parfois dans les équipes médiques, et je peux dire que c'est très bien. Alors effectivement, on a toujours besoin de bénévoles qui ont des compétences ou pas, peu importe, parce qu'après on peut apprendre sur le terrain effectivement, mais ce qui est bien dans les équipes, c'est que même si on apprend sur le terrain, il y a quand même des compétences derrière. Dites non, fais pas ci, fais pas ça, regarde ce que tu peux faire, etc., etc. Donc on y va crescendo par étapes en quelque sorte. Mais tout le monde est le bienvenu, hein, dans le sens où si vous avez envie de porter secours en acceptant une hiérarchie, et je vais pas dire donner des ordres, parce que bon, peut-être que nous, on a peut-être une façon de travailler différente des autres, etc. C'est un peu plus hiérarchisé, on va dire entre parenthèses un peu plus militaire, si on veut, mais bon, c'est sûr que quand il y a des pompiers de Paris, quand il y a des anciens pompiers de Paris, bon, ils ont un cadre qui est un peu plus... il y a une organisation un peu plus précise, on va dire, en quelque sorte. Maintenant, et puis c'est populaire. C'est quand dans une manifestation, c'est tout le monde. Donc là-dessus, on ne fait pas de différenciation non plus. Donc quelqu'un qui veut aider, ne serait-ce que pour porter, brancarder, etc., sécuriser, bien sûr, ils peuvent rentrer dans l'équipe. Ensuite, non, vas-y, Hervé. Ensuite, on a un deuxième besoin, c'est le matériel. J'allais venir. Bon, voilà. Donc, comment ça fonctionne là, actuellement? Actuellement, on finance par nos propres moyens, ou alors on lance des cagnottes. Alors, ça peut être des cagnottes Litchi, etc. Et généralement, la difficulté, je dirais, pour les internautes, c'est d'identifier le nom des groupes. Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, etc. Et ces groupes lancent des cagnottes. Alors, il y a des cagnottes que l'on peut mettre en place soit en monnaie sonnante et trébuchante, ou alors c'est en don de matériel. Alors, en don de matériel, quand j'entends don de matériel, c'est tout ce qui est consommable, dont on a besoin, compresse,
sérum fille, désinfectant, sérum physiologique, ouais. tout ce qui est, voilà. Donc toutes ces choses-là, et puis du matériel parfois un peu plus sophistiqué dont on a besoin, notamment oxymètre de pouls, tensiomètre. Des fois, on a des systèmes multiparamétriques où on peut effectivement avoir ce qu'on appelle le tracé cardiaque pour les personnes qui savent le lire effectivement et de pouvoir diagnostiquer éventuellement une aggravation ou un problème, une pathologie autre, peu importe, mais qui peut être dû à l'impact ou à un incident ou autre chose, hein, ou des antériorités. Bon, mais après, ben voilà, c'est l'usage qu'on en fait. Oui, j'allais te demander du côté de la Croix-Rouge et la protection civile, qui sont quand même des structures qui sont que de bénévoles, comment ils sont vis-à-vis de vous? Est-ce qu'ils font des donations matérielles? Est-ce qu'ils se tiennent à l'écoute? Est-ce qu'il y a certains bénévoles qui vous rejoignent en dehors de leur cadre pour ne pas poser problème? Comment ça se passe avec ces structures? Bien sûr, dans notre équipe, il y a des personnes de la Croix-Rouge et de la protection civile. Donc, ils viennent en tant que bénévoles et indépendants, effectivement, qui rejoignent l'équipe. Effectivement, par leur intermédiaire, des directeurs de centres, entre parenthèses, donc on réussit parfois à avoir du matériel. Alors, je sais que eux aussi ont une grande difficulté d'approvisionnement. Donc, on sait que c'est difficile pour tout le monde. Mais ils sont conscients que nous sommes sur le terrain et que nous faisons globalement un bon travail. Donc, ils essayent effectivement de nous aider comme ils peuvent. Et ouais, c'est super qu'ils continuent. Hein. Ouais, super, et alors, bien sûr, protection civile et surtout Croix-Rouge, bah, c'est simple. Hein, eux aussi fonctionnent avec des dons, mais des dons différents en quelque sorte. Hein, mais ils ont la gentillesse souvent de nous donner une partie du matériel, et ça, on les remerciera jamais assez. Ouais, bah, nous, on les remercie aussi. Il y a aussi les gens, il y a aussi le peuple qui nous donne, hein, puisque souvent, lorsqu'on fait une demande de matériel, eh bien, en fait, ils nous contactent et disent, passez nous voir, on vous a préparé un carton, il y a des compresses, il y a tout ça, etc. Donc, c'est des consommables, ça part très, très vite, notamment dans les manifestations, quand ça dégénère. Et donc, les particuliers, souvent, nous contactent pour nous donner du matériel. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, il y a des réunions, notamment sur Paris, dans les grandes villes, où tous les street medics convergent, en quelque sorte, pour pouvoir bénéficier du don de matériel. Donc, il y a une solidarité qui existe. Hein, et ça, c'est extraordinaire. Bah, super. Bah, merci pour toutes ces infos. On va revenir dessus, mais je pense qu'on va profiter de la présence de Jean-Christian pour voir un peu les manifestations et les déclarations de manifestation comme on est dans ce thème-là. Et donc, je laisse la parole à Pat, qui va prendre le relais. Ah ouais. Bonsoir, Jean-Christian. J'espère que tu vas bien. Que bonsoir, ta dernière très bien. À Bercy s'est très bien passée. Oui. Voilà, qu'est-ce qui se prépare et à quelle date? Alors, et ton rapport aussi avec, excuse-moi, et pour finir, ton rapport avec les street medics sur le terrain. Voilà, concernant les street medics, une chose qu'on a trouvé qui n'était pas normale dans les manifestations dites déclarées, là, on n'est plus dans les manifestations dites sauvages. Nous avons beaucoup de nos copains street medics qui sont fait confisquer le matériel dès 10h ou 11h le matin. C'est même pas dans la journée. Et là, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, encore nous sommes en 2020, qu'il n'y a pas des méthodes qui auraient été faites de façon qu'ils récupèrent dans ce cas le matériel après la manifestation. Et il faut quand même un travail formidable. On a eu le problème du 14 juillet il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois. Ce qui s'est passé à Bastille lorsque ça s'est dégénéré. Les street medics, on en a besoin, mais s'ils n'ont pas de matériel, comment qu'on peut faire les premiers secours rapidement? Il y a vraiment aujourd'hui cette haine qui vient sans doute d'une directive du ministère de l'Intérieur de ne pas vouloir laisser les street medics faire un petit peu leur métier de premier secours. Je pense que, heureusement que ce soir on n'en parle pas assez. Sur ce phénomène-là, c'est où est la liberté de manifester. Nous, on a besoin des street medics. Moi, dans mes cortèges, j'ai des personnes qui sont non-voyants, j'ai des personnes qui sont en fauteuil roulant, vous les voyez souvent dans les. Donc, moi, j'ai besoin d'eux. Et d'un autre côté, il faut que je me batte avec la préfecture de manière à ce qu'on les laisse
manifester comme bon leur semble. Ils veulent se mélanger à la foule, ben c'est très bien parce qu'ils peuvent prodiguer les premiers secours. Mais lorsqu'il y a une attaque, lorsque la police ou les gens, pas la police surtout, mettent d'un seul coup des bombes de décerclement sur 30 ou 40 mètres, quand les gens c'est comme des citoyens qui viennent souvent pour une première fois dans une manifestation, les yeux sont brûlés. Heureusement que les stricts médics sont là quand même pour faire les premiers secours. Je pense que ça, les stricts médics, on n'en parle pas assez sur leur rôle lors d'une manifestation. Et surtout, voilà. Je rebondis juste sur une chose. Ce que disait Hervé, il y a plusieurs groupes de stricts médics. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qui est fait? Ça, c'est une question. Et la deuxième, si, je la pose à Hervé, si vous étiez vraiment identifiable sur une zone de manifestation, est-ce qu'on ne vous laisserait pas en paix? Et je rajouterais juste un troisième point avant que vous répondiez. Je suis très étonné du cadre légal pour une confiscation de matériel médical. C'est très étonnant. Je ne vois pas sur quel cadre légal c'est basé. En quoi même une personne citoyenne n'a pas le droit d'avoir de compresse ou de sérum physiologique sur elle dans la rue ou dans une manifestation. Alors, on était souvent victimes, puis on n'est pas les seuls d'ailleurs dans le groupe aussi, c'est-à-dire qu'on nous confisquait non seulement le casque, le masque à gaz et les lunettes de protection. Hein. C'est ça. Et combien de fois on est obligé de prodiguer quand même des soins parce qu'on avait une écharpe comme ça et puis peut-être des lunettes de fortune pour essayer de prodiguer des soins, et on l'a fait sous les gaz et on en prenait autant que les manifestants et on prodiguait quand même les soins. Et ça, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, on l'a tous fait ça. On l'a tous fait parce qu'on part du principe que même si on nous confisque, et ça c'est fait exprès en quelque sorte pour essayer de nous écœurer, pour essayer de nous dégoûter tout simplement. Hein. Donc on dit ouais les gars ils ont pas leur masque etc. Ils vont pas prodiguer les soins et comme ça il y aura moins de manifestants qui vont avoir peur. Non, on y va quand même. Et on est tous comme ça, voilà, avec toutes les répercussions qu'il peut y avoir derrière. Mais ça, de toute façon, pour nous, c'est un sacerdoce. Hein. Donc, on est là pour soutenir, pour sauver, pour soigner en quelque sorte, et on fera jusqu'au bout. Après, en ce qui concerne cette reconnaissance, on a eu des échanges. Je peux pas citer de nom ni de grade, mais on a eu des échanges. Effectivement, on a dit c'est pas normal. C'est pas normal ce que vous nous infligez. Mais bon, vous savez, vous, les street medics, vous n'êtes pas reconnus, puis vous n'êtes pas des médecins, etc. Alors qu'il y a des médecins, alors qu'il y a des infirmiers, les infirmières, etc. Donc, on a vraiment été, c'est le cas de dire, amalgamés dans le sens où on nous a pris pour des manifestants. Alors, j'y ai à la limite, des manifestants indéterminés, j'y ai à la limite. Peut-être, ou peut-être pas. Il y a des street medics qui sont plus engagés. Mais c'est pas les street medics qui jettent des projectiles, etc. aux forces de l'ordre. Absolument pas. C'est pas eux. Donc après, il faut vraiment faire la part des choses. Les street medics sont là, même s'ils sont engagés politiquement parlant, ils vont sauver une certaine catégorie et pas une autre. Mais ça, après, on est conscient et on respecte l'engagement de chacun. Mais effectivement, il est inadmissible de confisquer donc ce qu'on appelle les EPI, donc c'est les équipements de protection individuelle. Donc c'est tout ce qui est en fait ce qui sert. En fait, c'est ce cadre légal qui sort. C'est pour ça que c'est important. C'est le camouflage. C'est une loi qui était. Oui, bien sûr. Je suis pas. Je justifie pas. C'est juste pour bien comprendre la situation. Juste pour savoir, parce que ça c'est important. Est-ce que ce sont des matériels qui sont qui est reconnaissable avec, par exemple, une croix de médecine ou ce genre de choses, parce que si c'est du matériel qui est non reconnaissable, je sais pourquoi il le ferait. Maintenant, si c'est du matériel reconnaissable et qu'il est quand même confisqué, là il y a vraiment une volonté quand même particulière. Hein. Bien sûr, c'était notre cas, c'était le cas d'autres collègues, casque blanc ou beige, mais identifié avec une croix, avec identifié street medic ou medic, etc. C'était confisqué et pour la plupart d'entre nous n'a jamais été rendu. Voilà. Alors, pas tout seul, à Rouen, partout. Ah oui, partout, hein, ça n'a pas été rendu. Amiens, tout ça, jamais été rendu. Non. Voilà. Alors, faut savoir
du point de vue du coût, parce que bon, c'est important quand même de parler du coût, parce que ça, ce sont nos deniers personnels. C'est aussi des dons, et puis des gens qui donnent donc dans les cagnottes Litchi ou autres. C'est leur argent aussi, puisque donc ils participent avec nous. On se fait confisquer du matériel. Il faut savoir que nous, ça nous est arrivé en décembre l'année dernière, et je crois par équipier, il y en avait pour 500 à 600 euros de matériel. Je sais pas si vous voyez, ça va vite, hein. Un masque avec les cartouches, un casque avec protection, des lunettes étanches, on va dire ce qu'on appelle protection balistique. Vous montez 50, plus 100, plus 100, plus 100, etc. Ça monte très vite. Alors, le pire, je crois, ce serait de confisquer les sacs d'intervention, et ça s'est déjà produit. C'est pareil, la note, elle monte très vite. On n'a aucun recours. C'est ça qui est dramatique. Même quand on demande, en fait, il y a un terme spécial lorsqu'il y a confiscation de matériel, ils doivent faire la liste, etc. On doit avoir au moins le nom du commissariat où on peut se rendre pour récupérer le matériel. Je veux dire, à 70%, 80% des cas, on ne récupère pas notre matériel. Et on n'a pas c'est un, c'est un procès verbal. Enfin, il n'y a pas de procès verbal, il n'y a rien pour justifier, en fait, la disparition de notre matériel. Et on n'a que les yeux pour pleurer. Alors, on dirait que le lacrymogène, c'est facile. Mais bon, c'était facile. Mais on continue. On se laissera jamais abattre et on ne baissera jamais les bras. De toutes les manières, la cause est noble. Bien clair. Votre but, c'est de protéger les gens, qu'importe la circonstance. Donc bien sûr, la cause est noble. C'est même de loin la plus noble, la préservation de la vie. Donc, on peut pas faire mieux. J'ajouterais quand même un élément très important, justement, par rapport à ça. Parce qu'on discute avec les forces de l'ordre. Il y a des personnes, effectivement, qui sont ouvertes au dialogue. Hein, ça, c'est bénéfique. Malheureusement, c'est pas généralisé. Une équipière de notre équipe a prodigué des soins à un CRS qui est en arrêt cardiaque. Oui. Oui, parce que malgré tout, les malaises normaux, qui est avec, et ça peut arriver. Et le CRS a fait un malaise et donc il a fait un arrêt cardiaque, donc une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire a été prodiguée, et donc le gars doit la vie sauve à un street medic, une street medic. Voilà, Sophie, si tu regardes, je te fais un bisou. Mais voilà, mais c'est donc par définition, on devrait avoir, alors même si on dit ouais, mais il y a des street medics qui sont plus déterminés que d'autres, etc. Oui, mais ils sont là pour soigner. Et je dis encore une fois, même si parfois ils sont vindicatifs sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas les termes, anti-flics, etc. Mais on l'a vu, quand il y a vraiment un cas grave d'un CRS ou d'un gendarme mobile, etc., ils sont là, les gars, ils sont là. Après, tout ce qui est bobologie, tout ce qui est petites choses, etc., là, oui, fatalement, après, c'est chacun se débrouille. On va pas faire la nounou non plus. Donc, c'est clair. Et puis maintenant, ils ont quand même des secouristes avec eux. Mais pareil, ils ont quasiment pas de matériel, quoi. Donc après, on va pas non plus pleurer, mais sur le principe, quand il y a un cas grave, évidemment, on intervient. Évidemment que les plus déterminés interviennent. Ça fait partie de la base du sauvetage. C'est du secourisme. Ça vient quand même d'une volonté de la part du gouvernement, en tout cas, de complètement détruire le mouvement. En s'en prenant aux street medics qui sont là pour soigner et pour aider les gens qui sont en difficulté, on met un peu plus le chaos dans une manif. Hein? Alors, le chaos, oui. Le chaos est souvent recherché. Oui, c'est le chaos qu'on cherche à provoquer quand même. Est-ce qu'à ton sens, être dans un ensemble de protection reconnue, ce serait un peu plus protecteur pour les street medics, en tout cas pour ceux qui voudraient aller dans ce sens-là. En fait, ça éviterait. Alors, je ne sais pas qui prend la parole. Ça éviterait de. C'est pour qui la question? C'est pour Hervé ou Christian, peu importe. Est-ce que ça éviterait que les forces de l'ordre s'en prennent à votre matériel
et à vous dans certaines conditions. C'est la démarche qui est effectuée auprès de l'ONU avec l'ambassadeur de France. Donc là, il y a un dossier qui a été mis en place, qui a été diffusé d'ailleurs. On peut en disposer. Il faudrait que je demande à Petit Jean, mais je pense que c'est pas compliqué. Maintenant, attention, le problème de la reconnaissance, c'est de dire identification. Donc, il y a des street medics qui voudront pas être identifiés. Alors, effectivement, il faut essayer d'écouter tout le monde et puis essayer de trouver un terrain d'entente. Est-ce que l'identification par nom, etc., est obligatoire? Est-ce que une carte avec un numéro ne serait pas mieux? Il y en a certains qui veulent pas être identifiés nominativement, etc. Donc ça, c'est encore les petits problèmes qu'on a aujourd'hui à régler. Bon, nous, on a essayé d'avancer dans ce sens-là pour avoir une reconnaissance, pour éviter effectivement la confiscation du matériel et puis se faire embarquer tout simplement, ou encore plus se faire matraquer. C'est déjà arrivé. Bon, encore une fois, nous avec notre dress, on a un dress code particulier, on est en blanc, et d'ailleurs au tout début des manifestations, au tout début, quand les street medics sont intervenus, on a pu échanger avec certains membres des forces de l'ordre. On a dit mais ce serait bien, c'est quand même que vous soyez un peu plus reconnaissable en quelque sorte. Donc, effectivement, un dress code a été mis en place et d'autres street medics ne voulaient pas de tel type de dress code, etc. Donc, effectivement, parfois, il y avait des discussions un petit peu houleuses par rapport à ça. Mais le principe est là, en quelque sorte. Si on est street medic ou secouriste volontaire ou secouriste urbain, etc., à un moment donné, on ne peut plus subir ce genre de pression. De pression où, en plus, je peux vous dire que c'est quand on vous prend votre matériel comme ça, vous dites qu'est-ce que je fais? Je me rebelle. Alors si on se rebelle, c'est directement la garde à vue, ça, ils font pas de détails, et puis de toute façon, ils ont des ordres par rapport à ça. Et ça, on en est conscient. Je me pose la question quel est le problème d'être identifié? Si on n'a rien à cacher, on est là pour aider les gens. Si on aide les gens, on n'est pas là pour faire des saloperies. Donc, il n'y a a priori, aucun risque, aucune crainte à avoir de la part des forces de l'ordre, en principe. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Je peux comprendre la nuance et je la respecte. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, par leur militantisme politique, de s'identifier. Dans tous les cas, je veux dire, s'ils n'ont pas d'objets dangereux, parce que c'est ça le cadre, s'ils n'ont pas d'objets dangereux, ils ne doivent pas être normalement confisqués de matériel ou ce genre de choses. Et particulièrement si au minimum ils ont une identification pas sanitaire mais médicale. Il faut savoir à un moment ou à un autre faire preuve de bon sens là il faut vraiment revenir dans le bon sens, parce que là il y a réellement un problème quand même. Il faut au moins qu'il y ait une ouverture d'esprit sur le fait que s'il y a des gens qui sont là pour faire un service de sécurité, s'il y a des gens qui sont là pour prodiguer des secours, s'il y a des gens qui sont là pour éviter les histoires, il faut aller dans ce sens-là, parce qu'autrement ça reste que du conflit permanent et on peut pas avancer dans ce sens. Un exemple qui va tous vous étonner, l'histoire de samedi dernier dans la manifestation sur Paris. Que au fur et à mesure qu'on nous avançait, toutes les grands magasins étaient fermés devant nous, Monoprix, etc., fermés. On ne pouvait pas aller acheter de l'eau. On était empêchés d'acheter de l'eau dans les boutiques parce que les CRS avaient refusé. Heureusement que c'est pas parti en vrille, parce que c'est ce qu'ils recherchaient en quelque sorte les CRS. On aurait eu des blessés. Comment pouvaient faire les stricts médics pour soigner les gens si à la fin on leur vole leur matériel, leur confisque leur matériel, et deuxièmement, eux aussi ils ont soif, ils ont faim, etc. Je dis que dans une manifestation déclarée, tout émane d'une directive qu'ils reçoivent de leur supérieur hiérarchique. Voilà. Et je trouve ça anormal. Là, nous sommes à 48 heures de la manifestation sur Paris entre Montmartre, Sacré-Cœur
et Champéret, j'espère qu'on va laisser les gens aller acheter une bouteille d'eau, à manger, tout ça, etc. Aujourd'hui, il y a une répression qui est faite dans les cortèges, et c'est là que je plains un peu nos amis du strict médic, qui soient, quel que soit le mouvement politique qu'ils sont, c'est les donneurs d'ordre qui ont une mission de pourrir, en quelque sorte, le mouvement des Gilets jaunes. Parce que logiquement, les protections, je l'ai fait, moi, une période. Je l'ai fait. Les stricts médics, les médics, etc., ils se mettent souvent sur le trottoir. Il y a très peu qui sont même à l'intérieur pour manifester. On se devrait de faire une manifestation sans qu'il y ait la moindre agression, la moindre interpellation, la moindre sanction, comme il se passe. Mais vous prenez les images du 14 juillet, lorsque nous sommes arrivés à Bastille. Pourquoi qu'on n'a pas laissé les gens arriver tranquillement à Bastille et nous laisser nous reposer? Parce que moi, j'étais en première ligne. Ils ont cherché l'affrontement. Qui a donné l'ordre de cet affrontement? Alors, heureusement qu'il y a strict médic qui, par moment, sont là quand même pour anticiper, pour soigner les gens. Pat? Oui, moi je voulais que tu nous fasses, après sur les ordres, je pense que c'est Paris, la préfecture de Paris qui donne les ordres. Hein. C'est voilà, et les gens sur place obéissent. Donc voilà. Pour moi, c'est une volonté politique. On va revenir encore à la même chose, c'est qu'on ne veut pas que les manifestations se déroulent bien. Et donc ça abonde dans ce sens-là. Il n'y a pas une sécurisation. Voilà. Il y a une crainte de dérive. C'est ça le souci en face. Et donc, c'est un peu aussi pour ça que nous avons créé ce projet CPC, pour essayer d'encadrer les manifestations, de pouvoir avancer et finir ces manifestations sans violence. Alors, moins on leur donne de grain à moudre, moins on prend de risques qu'ils débordent, en fait. Dans tous les sens, d'ailleurs. Je vais vous donner un exemple. Hein. Je parle des structures encore mieux organisées que les Gilets jaunes. Les organisations syndicales, lors de la loi travail. Heureusement qu'il y a les stricts médics qui étaient venus. Mais c'est pas normal que dans une manifestation déclarée, qu'on se retrouve à avoir des combats, en quelque sorte, entre la police et des manifestants. Ça ne doit pas arriver. Malgré un service de protection de la CGT. Hein. Je peux vous dire que c'est quand même des personnes qui sont là. Mais on se dit aujourd'hui, comment se fait-il que maintenant, dorénavant, lorsqu'il y a des manifestations, qui vient réellement pour perturber une manifestation? Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, le service de protection, il en faudra pour éviter d'avoir autant de CRS qui nous entourent lors des manifestations. Et deuxièmement, moi, je connais les stricts médics parce que je connais depuis le 17-18 novembre. C'est quand même la plupart des gens qui sont très apaisants, très bienveillants vis-à-vis de l'ensemble des personnes qui manifestent. Tout à fait. Il faut en parler. Lorsqu'ils viennent avec du matériel de 300 ou 400 €, comme dit tout à l'heure Hervé, ils viennent pas pour casser. Ils viennent d'abord dans un truc de premier secours. Moi, j'ai des problèmes respiratoires. Heureusement qu'à chaque fois il m'arrive que je prends du gaz de décerclement, c'est les premiers à me donner du produit dans les yeux, de ça, etc. Mais on est combien comme ça, des plus de 60 ans, des 70 ans, des gens qui sont en fauteuil, c'est les premiers bienveillants. Alors, le strict médic, un petit peu révolutionnaire sur les bords, moi, je dis qu'aujourd'hui, il est en dessous de celui qui, aujourd'hui, ils sont très peu nombreux par rapport au nombre qui sont dans les cortèges. Je te parle de 5 000, 10 000 ou 15 000 personnes qui sont là pour de la bienveillance vis-à-vis de tout le monde. De plus, les street medics en fait qui sont dans les manifestations, même si eux-mêmes peuvent être avec le message donné de la manifestation, ils font quand même du médic. Ils sont là pour ça. Même déterminés, pas déterminés ou ce que vous voulez. Oui, quand ils viennent et qu'ils sont habillés en street medic et qu'ils ont du matériel de secours, ils font ce pourquoi ils sont venus, c'est-à-dire porter secours. Il faut quand même pas l'oublier. Voilà. Mais quand les CRS font, et qu'aujourd'hui on voit très bien leur méthode, tous les 15 minutes, ils bloquent les cortèges, de façon à ce que les gens s'entassent les uns contre les autres, comme des sardines. À un moment ou à un autre, il
il y a des gens qui sont un peu plus révoltés, qui vont râler, qui vont hurler, tout ça, etc., c'est qu'à un moment ou à un autre, on dirait qu'ils sont entraînés pour se dire on va tout faire pour casser les cortèges. Vous prenez un exemple. Il n'y a pas longtemps, l'affaire du climat au Jardin des Plantes. On a fait combien de mètres? Et c'était pas les gilets jaunes, là, c'était plan climat. Ils ont même pas fait que 200 mètres. Et pourtant, il y avait au moins entre 15 000 et 20 000 personnes. On a carrément été, avec des bombes d'écerclement, dispersés. Donc, c'est bien une volonté politique. Mais on est tout à fait d'accord dans le sens où si on laisse aux forces de l'ordre, alors que c'est pas leur mission, ils la font s'il y a personne pour la faire, mais si on laisse aux forces de l'ordre le rôle de service de sécurité au sein de la manifestation, c'est eux qui imposent leur rythme. Les arrêts, les nassages, tout. C'est en ça que nous voulons apporter un service de sécurité. Parce que si on leur enlève cette carte de la main, c'est plus eux qui décident le rythme ou quoi que ce soit. Eux, ils sont juste là pour éviter que dehors, la manifestation, sur le tracé, il y ait des débordements. Parce que là, on est dans la doctrine du maintien de l'ordre. Dès qu'on est sur l'intérieur d'une manifestation gérée par un service de sécurité, si le service de sécurité est compétent, ils n'ont pas à y mettre les pieds. C'est une règle simple. Voilà. Eux font en extérieur, et un service de sécurité s'occupe de l'intérieur de la manifestation. C'est exactement notre objectif. C'est ça. C'est ça. Mais une chose qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a une violence qui se construit aujourd'hui, quel que soit le type de manifestation. On peut le 12 septembre prochain, on aura les médics. C'est une manifestation qui sera sans doute pas déclarée sur Paris. Et là, il peut y avoir de l'affrontement, tout ça, etc. On le sait. Mais il peut y avoir également 5 jours après, avec une manifestation organisée par les organisations syndicales, le même système d'affrontement. Aujourd'hui, on est c'est plus des manifestations à la papa comme on a connu, c'est des manifestations aujourd'hui où les gens sont dans une telle colère de mécontentement vis-à-vis du gouvernement qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose pour se faire entendre, l'affrontement, puisqu'il n'y a plus d'écoute de la part du gouvernement. Voilà. De toutes les manières, c'est sûr que on est sur un effet de pression, hein, puisque bien évidemment, il y a d'un côté les manifestants, de l'autre côté gouvernement. Et ça c'est sûr qu'il y aura toujours des débordements. Et c'est en ça que nous devons être plus intelligents et essayer au maximum de récupérer, dans le cadre que nous pouvons, de récupérer les cartes. Plus vous avez de cartes en main, moins vous êtes démunis face aux décisions qui sont prises en face. Il faut absolument qu'on reprenne au maximum le contrôle des manifestations. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Reprendre le contrôle des manifestations. Parce que plus vous reprenez ce contrôle de manifestation, plus la manifestation se passera bien. Et plus elle se passera bien, plus il y aura des gens qui avaient fui les manifestations qui reviendront. Parce que comme tu disais tout à l'heure, Jean-Christian, une personne de 70 ans qui a du mal à respirer, qui a du mal à se déplacer, elle n'est pas là pour se prendre des grenades de désencerclement, elle n'est pas là pour se prendre du gaz lacrymogène, elle est encore moins là pour se prendre des coups de matraque ou de bouclier. Donc bien évidemment, ces gens-là, il faut penser à eux, et le seul moyen, c'est d'essayer. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins on a la volonté d'essayer de pouvoir refaire des manifestations qui soient saines, qui soient en sécurité, pour que ces gens-là puissent revenir et qu'ils ont le droit de parler, le droit de manifestation. On l'a bafoué. Il faut revenir à ce droit de manifester, de dire « je ne suis pas content, je vais dans la rue, je ne suis pas là pour casser, je ne suis pas là pour me faire casser ». Si on fait ce message-là, on y arrivera. Et c'est l'objectif. On n'est pas là pour faire. Parce que je sais qu'il y a des gens déterminés, ils ont le droit, et on le comprend tous. Mais nous ne sommes pas là pour faire des lignes, des bandes armées, pour faire des affrontements avec les forces de l'ordre. C'est pas l'objectif. Les gens, quand ils vont en manifestation, 90% des gens qui vont en manifestation, c'est pas pour aller casser du flic ou casser quoi que ce soit. Ils viennent pour exprimer leur mécontentement. Ces gens-là ont le droit de parler aussi. Et eux, ils sont pas là pour faire de la violence. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les entende. Alors, chacun a le droit de faire la violence, faire ce qu'ils veulent, mais il faut bien dissocier les deux. À un moment ou à un autre, les gens qui ont envie de juste manifester dans le cadre et ne pas se faire taper dessus, ils ont le droit de le faire. Et nous, il faut qu'on puisse les aider dans ce sens. C'est obligé. Parce que tout le monde dit le nombre. Excuse-moi, pas de dernière phrase, après je te laisse. Tout le monde dit le nombre.
Ah, mais c'est super. Le nombre, mais on met rien pour leur proposer de venir au nombre. C'est-à-dire, demain, là, imaginez, on est en train de vendre le produit. Ah bah, venez vous faire manifester. Vous avez une chance sur une de vous faire au minimum gazer. Voilà, pour commencer. C'est ça. Voilà la vente. Ça marche pas. Les gens, ils ont envie. Et moi, je comprends. Je comprends les gens qui veulent pas y aller parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Bien sûr. Donc, il faut essayer de resécuriser tout ça, de calmer. Il faut essayer. Vas-y, Pat. Moi, je revenais juste sur un petit peu tous les groupes. On n'est pas là pour remplacer l'existant. Loin de là, s'en faut. On n'a pas à critiquer ce qui est en place. Ce qui est en place fonctionne. La fonction de chacun est importante. On essaie de rajouter un dispositif. On essaie de mettre ça en place. Et on veut remplacer personne. Voilà. Quand oui, bien sûr. Voilà, et à certains, on veut pas rouler de vedette le 12. Je refais passer le message. Ouais. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez pas que les cortèges se terminent très bien, pourquoi ferme-t-il dans ce cas-là les bouches de métro? Ça, c'est une méthode. C'est une méthode. Donc, c'est bien une méthode d'affrontement qui cherche d'abord dès le matin. Le matin, lorsqu'il y a beaucoup de monde sur Paris, comme par hasard, il y a beaucoup de bouches de métro qui sont fermées. C'est une méthode. Mais lorsqu'il y a le fin de cortège déclaré qu'il n'y a pas de problème, vous apercevrez que les bouches de métro sont fermées. Quelle est cette méthode? Je dis, elle n'est pas bonne, hein, oui, c'est sûr. Voilà. Elle est pas tout bonne est fait. Voilà. C'est quelque part où est le respect du droit de manifester. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement qui ne respecte pas notre droit de manifester. Et heureusement, par moment, qu'il y a des personnes dans les cortèges qui font tout pour justement pour qu'on puisse avancer. Sinon, demain, on ne pourra plus manifester. On va donner un peu le mot de la fin. Jean-Christian, Hervé, Mathieu, Pat, et puis je terminerai. Voilà, parce qu'on arrive à la fin de notre heure de live. Alors, Hervé, un petit mot pour la fin? Je dirais, soutenez au mieux les initiatives des street medics. Comme le disait Jean-Christian, Pat et Mathieu et Bruno, on est là vraiment pour aider, secourir et intervenir vraiment quand il y a des débordements, où ça devient critique. Je dirais, si on est là, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, c'est qu'il y a vraiment un besoin et que donc il y a un problème de compréhension de la part de nos gouvernants. Et ça, ce serait bien que ça avance dans le bon sens. Pour faire la peinture sur le trottoir, c'est clair. Voilà. Christian. Merci à vous tous. N'oubliez pas que samedi, nouvelle manifestation Gilets jaunes, de Montmartre Sacré-Cœur jusqu'à la porte de Champéret. Venez nombreux. Et pour les autres événements, j'essaierai de revenir le jeudi soir pour vous en parler. Voilà. Et protégez-vous surtout. Protégez-vous de tout. Hein. Bon, Mathieu, alors merci beaucoup aux intervenants, hein, c'est toujours un vrai régal. On était vraiment très très content de pouvoir t'accueillir, Hervé, pour que tu puisses nous parler un peu des street medics, parce que lors du précédent live, on vous remerciait de tout ce que vous faisiez, et on trouvait tout à fait normal de faire un live un peu plus centré sur vous et vos actions, parce qu'elles sont juste obligatoires et surtout absolument merveilleuses. Voilà, donc merci à vous, continuez, lâchez rien. De toute façon, personne ne doit rien lâcher, mais juste essayons au maximum de nous protéger. Et nous, c'est notre seul objectif. On n'a pas d'idées complotistes ou je ne sais quoi d'autre, comme on a pu entendre. Nous voulons juste essayer d'améliorer les choses, comme vous tous. Donc, continuons dans ce chemin. Oui, moi je veux remercier Hervé. C'est des hommes et des femmes d'honneur que là j'ai reçus ce soir et j'en suis touché. Ça me fait un peu comme des frères d'armes, ça me touche. Voilà, tout ce qui est, ça me touche assez. Je remercie Jean-Christian et je vais parler un petit peu du CPC, une petite minute. Donc, j'essaye de répondre au maximum à vos MP. Ça prend du temps. Deuxième chose que je voulais dire, c'est n'oubliez pas de liker notre page, la partager, abonnez-vous. Voilà, venez voir ce que l'on fait. Si vous voulez discuter en off, on est là. Il n'y a pas de souci, que ce soit Mathieu, Bruno, Mika, Paul, qu'on ne voit pas, Anne, et bien d'autres, Aline, Christophe. Voilà, venez discuter, il n'y a aucun souci. On est ouvert à la discussion. Et je voudrais faire un petit coucou
à Sylvain d'Ardèche qui m'a invité ce week-end, un président des vétérans ONU OPEX OTAN, donc qui m'ont invité en tant que représentant du CPC. J'en suis ravi. Et donc, je ferai honneur aux invitations qui viendront pas trop loin de chez moi quand même. Mais je me déplacerai. Et je vous en remercie. À toi, Bruno. Bien, merci Hervé d'être venu, de nous avoir expliqué tout ça. Jean-Christian, heureux de t'avoir revu. Mathieu, on bosse tous les jours, Pat aussi, on bosse tous les jours, le jour, le soir, la nuit des fois. Effectivement, on répond à toutes vos questions. Voilà, à partir du moment où ça reste dans des, je dirais, dans des rails corrects, parce qu'on a des gens qui attaquent. Hein. Franchement, là, c'est déjà plus pareil. Mais si des gens ont des doutes, ont des questions à poser sur notre positionnement, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, etc., n'hésitez pas. On répond plus ou moins vite parce qu'on est très occupé quand même, mais nous répondons. Comme a dit Pat, likez, que ce soit Premier CPC, que ce soit RFM, adhérez aux pages. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez nous rejoindre et nous aider dans ce combat humaniste, vous pouvez venir aussi. N'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur les pages Facebook du Premier CPC ou de RFM ou en bas de ce live. Bonne soirée à tous et à bonne soirée. Merci. Les invités, Bonne soirée tout le monde. restez ici, les invités. D'accord.